Bonjour, Badrier Kojok. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Éduc Action ou l'éducation en action. Éduc Action ou l'éducation en action est une émission, comme le nom l'indique, dédiée à l'éducation en Ontario, au Canada et à travers le monde. Comment allez-vous aujourd'hui, Madame Kojok? Très bien, merci, Monsieur Bertrand Desfaux. Voilà, alors, première émission pour cette nouvelle saison. Nous sommes en septembre 2020 et c'est la grande rentrée scolaire. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais avant d'aborder cette thématique, on va dire, épineuse qui divise quelque peu les parents, selon en tout cas les informations qui nous parviennent ici et là à travers l'Ontario. Je voudrais que vous vous présentiez, s'il vous plaît, Madame Kojok, à notre public. Vous avez été réélue au mois de juin dernier en tant que présidente de Parents Partenaires en Éducation. Pouvez-vous dire un mot un peu sur votre parcours jusqu'ici? Oui, bien sûr. Alors, merci encore une fois, monsieur, pour votre invitation. Parents Partenaires en Éducation est un organisme qui regroupe les 12 conseils scolaires francophones de l'Ontario, les 8 conseils scolaires catholiques et les 4 conseils scolaires publics de l'Ontario. Mon engagement en tant que parente, c'est un engagement qui a commencé il y a très longtemps. Ça fait plusieurs années que je suis membre de Parents Partenaires en Éducation en tant que parente, puis en tant que administratrice au sein du conseil d'administration. Et effectivement, je viens de commencer un mandat de 2 ans depuis le mois de juin. Donc, ça fait 3 mois que mon mandat vient de commencer en tant que présidente de Parents Partenaires en Éducation. Merci, Madame Kojok. Il faut dire que vous avez déjà passé une année, vous aviez passé déjà une année à la tête de Parents Partenaires en Éducation, puisque vous avez été réélu après la sortie de M. Louis Koudou, qui avait accepté d'autres fonctions, n'est-ce pas? Et vous avez donc passé une année à la tête de PPE. Pouvez-vous nous en faire un bilan? Ça n'a pas été une année de tout repos. Effectivement, au mois de juin 2018, M. Louis Koudou avait été élu président de Parents Partenaires en Éducation. Par la suite, ses fonctions en tant que président de la Commission nationale des parents francophones l'ont empêché de continuer en tant que président de Parents Partenaires en Éducation. Donc, au moment de l'Assemblée générale annuelle, au mois de juin 2019, nous avons eu des élections et c'est là que j'ai été élue pour un mandat de 1 an. Effectivement, ce mandat de 1 an n'a pas été un mandat de tout repos. Nous avons pendant ce mandat eu un changement de direction générale dès le début du mandat. Donc, nous avons été pas mal occupés au niveau du conseil d'administration, en particulier au niveau de la présidence, avec cette transition pour trouver une nouvelle direction générale et pour pouvoir redémarrer toutes les activités de parents partenaires en éducation pendant cette période. Et juste après l'élection qui a eu lieu au mois de juin, nous avons encore eu une autre surprise puisque notre directrice générale a dû quitter pour un autre poste et puis nous avons été dans la même situation de recherche d'une nouvelle direction générale et cela fait 2 semaines maintenant que nous avons à la tête de Parents Partenaires en Éducation une nouvelle directrice générale qui répond au nom de Madame Julie Béchard. Voilà une nouvelle direction générale dont vous venez de le dire depuis 2 semaines. Ça fait quand même beaucoup, deux directions générales, on va dire, en l'espace d'1 an environ. Peut-on parler d'instabilité à la tête des parents partenaires en éducation? Effectivement, ça fait beaucoup. Je dirais même, au lieu de 2 directions générales, je dirais 3, parce qu'il y a exactement 1 an, jour pour jour, comme aujourd'hui, nous avions Madame Sylvie Ross à la tête de Parents Partenaires en Éducation. Et c'est pendant cette semaine-là
qu'elle m'a annoncé qu'elle quittait le poste de directrice générale. Donc ensuite, nous avons eu une deuxième directrice et puis en ce moment, celle qui a commencé il y a 2 semaines. C'est beaucoup, mais on tient le coup. C'est énormément de travail pour les administrateurs, pour les personnes qui sont aussi là en tant que contractuels. Mais la transition se passe bien et on est confiant. On est très résilient en tant qu'administrateur et les choses vont de l'avant. Merci. J'ai envie de vous demander à quoi est dû ce roulement à la tête des parents partenaires en éducation. Parce que cela pourrait constituer peut-être une source d'inquiétude pour certains parents. Le fait que la direction générale... 3 directions générales en l'espace, on va dire, d'1 an. Alors, c'est vrai que pendant toutes ces années avant le départ de Mme Sylvie Ross, il y a eu quand même Mme Sylvie Ross pendant plusieurs années et avant cela, elle était aussi parent partenaire en éducation, même si elle n'était pas la directrice générale, donc elle était au courant de ce qui s'est passé. La transition s'est faite vraiment de manière très fluide, disons. Donc, c'est probablement durant les 10 dernières années, il y a eu beaucoup de remous, disons, au niveau de la direction générale. Alors, à quoi est-ce que c'est dû? J'imagine que c'est un travail qui demande quand même pas mal d'engagement, de présence et peut-être que certaines personnes voient ce travail-là comme à un moment de leur vie, ces personnes-là ont besoin de changer. Il se trouve que ça s'est passé avec nos 2 directions, mais espérons que pour cette directrice en ce moment, les choses vont bien aller et je suis très confiante qu'elle va être là pour un moment. Elle a beaucoup de projets en tête et elle a des idées assez claires de ce qu'elle veut faire et une bonne équipe qu'elle a déjà mise sur place. Donc, espérons que ce soit bon pour un moment. Voilà, belle transition pour la prochaine question, Madame Kojok. Les projets, le programme, le plan d'action de parents partenaires en éducation pour cette nouvelle année scolaire qui vient tout juste de commencer. Quels sont les défis principaux qui attendent parents partenaires en éducation cette année? Alors, les défis principaux pour parents partenaires en éducation, pour n'importe quel organisme de parents dans la province, ça a toujours été la mobilisation des parents. On remarque que les parents ont du mal à s'engager, on a du mal à avoir des parents pendant les rencontres ou les événements. C'est très difficile. On arrive toujours à avoir des parents, mais c'est beaucoup de travail pour pouvoir avoir la participation des parents. Donc ça, c'est un défi vraiment primordial. Mais je dirais que depuis la situation liée au COVID-19, les choses ont changé. Nous nous sommes adaptés et nous avons eu pas mal d'activités en ligne. Et apparemment, ces activités nous ont permis d'attirer plus de parents que lorsque les activités étaient en présentiel. Donc, parents partenaires en éducation se dirigent vers des activités en ligne hein, pour rejoindre, là, pour toucher davantage les parents et j'imagine aussi pour s'adapter au nouveau contexte dominé par cette crise sanitaire. Effectivement, pour un bout de temps, c'est ce qui va se passer. Donc, probablement que les administrateurs vont pouvoir se réunir en présentiel. C'est déjà un grand pas. Mais pour les parents, pour les activités avec les parents, on va avoir pas mal d'activités qui vont se faire en ligne, oui. Parfait. Comment avez-vous vécu, vous, parents partenaires en éducation, vous comme présidente et comme représentante finalement des parents francophones aux 4 coins de l'Ontario, comment avez-vous vécu la deuxième partie de l'année scolaire précédente, c'est-à-dire le mois de mars au mois de juin? Avec pas mal de stress. Ça a apporté pas mal de stress pour les parents, pour les enfants.
pour PPE, on a essayé de notre mieux d'aider les parents dans cette transition, dans cette nouvelle vie scolaire. Ça n'a pas toujours été évident. On a eu beaucoup d'activités, des conversations en ligne. On a un programme de conversation qui se faisait d'ordinaire en présentiel dans les écoles en général. Et comme les écoles étaient fermées, on a organisé plusieurs conversations en ligne. Et c'était finalement une bonne idée de l'avoir fait en ligne. On était un peu hésitant au début, mais on a réalisé par la suite que les parents avaient vraiment besoin de s'exprimer et de sentir qu'ils n'étaient pas seuls dans ces situations-là. Donc, on a eu des conversations sur différents thèmes, que ce soit les thèmes de la cybersécurité, les thèmes de la santé mentale, de l'intimidation et du sommeil. Et l'avantage d'organiser ces conversations en ligne, c'est qu'on a des parents de différentes écoles, même de différents conseils scolaires, de différentes régions de l'Ontario, qui peuvent participer et partager leurs expériences personnelles et faire bénéficier d'autres parents de leurs propres expériences. Vous, en tant que parent, comment avez-vous vécu ce confinement et puis le passage là de la salle de classe au cours en ligne et aussi un peu ça dépend, peut-être cette cacophonie parfois, hein, quand on entend parler évidemment certains parents, les témoignages qui nous sont parvenus à Éducation ou l'éducation en action, dépendamment des conseils scolaires, certains parents qui nous ont dit oh, ça s'est bien passé dans le conseil scolaire de mon enfant, les cours se donnaient en ligne et puis voilà, c'était plus ou moins correct selon les profs, selon les salles de classe. Et d'autres parents qui nous ont dit oh, il n'y a pas eu grand-chose finalement, les devoirs et les travaux étaient juste déposés. Parfois aussi, dans certaines régions de l'Ontario, des problèmes de connexion à l'Internet. Alors, comment avez-vous vécu ça personnellement en tant que parent? De formation, je suis enseignante, donc j'ai pu aider mon fils à la maison pendant ses études. Mais malgré cela, c'était une période de stress parce que on est parent, on est employé de la société pour laquelle on travaille et on est enseignant aussi quand on le peut. Et c'est énormément de stress pour les parents. Je sais que dans ma situation, pour mon fils, il recevait des devoirs, des directives ou des leçons à étudier et il était censé remettre des travaux régulièrement dans la semaine et puis il avait juste une séance par semaine en ligne avec ses enseignants, une séance de 1 heure ou 2 maximum par semaine. Alors, c'est sûr que s'il a des questions, c'est pas évident de communiquer avec les enseignants et de poser des questions par message. Les enfants ont besoin de ce contact et il n'était pas toujours présent. Donc, c'était beaucoup de stress pour moi, pour le suivre dans ses études. Et autour de moi, je dirais que les avis étaient partagés. Certains enseignants ont été présents tous les jours avec les élèves en ligne, en direct. Donc, ils faisaient un cours vraiment en présentiel, en ligne. D'autres n'étaient présents qu'une fois par semaine. Certains élèves étaient présents au cours tous les jours, tous les matins, à l'heure. D'autres n'ont jamais été en ligne. Dans certaines classes, certains élèves ont complètement décroché à partir du mois de mars et n'ont plus jamais eu un contact, quel qu'il soit, avec l'enseignement, l'éducation, l'école. Et je trouve que c'est très déplorable qu'on en soit arrivé à cela. Voilà, merci pour votre avis personnel et puis pour la remontée là, des témoignages que vous avez reçus. Donc, nous l'avons dit dès le début de cette émission, au début d'une nouvelle année scolaire. Et encore, là, on note des différences dans la gestion, on note des différences dans la gestion de cette nouvelle rentrée scolaire, évidemment, selon les conseils scolaires. Étiez-vous favorable à PPE
au retour en salle de classe? Parce que l'opinion publique semble divisée sur cette question-là. Évidemment, PPE est un regroupement de parents, donc il y a différents avis. Il y a certains parents qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Mais si je veux donner mon avis personnel en tant que parente, et c'est l'avis de la majorité des parents au niveau de PPE, lorsqu'on discute entre nous, des administrateurs, la santé mentale des enfants est très importante. Et nous remarquons que les enfants ont beaucoup de problèmes de santé mentale en ce moment, dû au fait qu'ils ne socialisent pas, qu'ils ne sont pas à l'école avec leurs amis, avec leurs enseignants. Certains enfants n'ont passé aucun moment avec un autre enfant depuis le mois de mars. Ils sont avec leurs parents et parfois les grands-parents, et c'est tout, aucun autre enfant. On ne peut pas continuer comme ça. Les enfants ont besoin d'enfants. Les enfants ne peuvent pas rester avec leurs parents pendant des semaines et des mois sans voir d'autres enfants, sans communiquer avec d'autres enfants. C'est même malsain et on a pas mal de problèmes de santé mentale à cause de cela. Maintenant, est-ce que nous savons que les autorités ou le ministère de l'Éducation dit souvent que on s'occupe de la santé physique aussi de nos enfants, mais avec toutes les mesures qui sont prises, que ce soit le port du masque, la distanciation physique et ce genre de mesures, est-ce qu'on ne peut pas assurer et demander à tous les enfants d'être en classe dans ce cas-là? Jusqu'à quel point, oui, bonne question, jusqu'à quel point ces mesures prises par le ministère de l'Éducation, par les conseils scolaires, par voilà, les différentes entités liées à l'éducation, jusqu'à quel point ces mesures sont efficaces? Parce que déjà, on note à Ottawa, par exemple, des cas d'infection, on va dire, dans certaines écoles. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude des parents qui pensent que peut-être les mesures ne sont pas suffisantes? Nous comprenons très bien l'inquiétude des parents, effectivement. Mais en même temps, nous nous posons des questions quant aux mesures qui sont mises en place lorsque de telles sommes d'argent sont investies et que malgré cela, il n'y a pas d'assurance que les enfants sont en sécurité, que le personnel enseignant n'est pas en sécurité, le personnel de l'école n'est pas en sécurité parce qu'il y a eu autant d'employés et d'élèves qui ont été contaminés. Donc, dans ce cas-là, on se demande, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut revenir à la situation du mois de mars, c'est-à-dire que tout le monde reste à la maison. Et puis, quand est-ce qu'on va avoir un retour à la normale? Est-ce que c'est vraiment justifié? Ces personnes qui sont malades, quel est le degré de gravité de leur situation? Et il y a pas mal de contradictions aussi. Quand on nous dit que dans les autobus scolaires, par exemple, les élèves n'ont pas le droit de s'asseoir à une autre place que celle qui leur est assignée et qu'il y a toutes les mesures d'hygiène qui sont mises en place et que malgré cela, on nous dit que certains élèves auraient attrapé le virus en étant dans l'autobus scolaire. Il y a quand même une certaine contradiction ici, c'est qu'on n'est pas capable d'assurer la protection de nos enfants. Ça c'est d'une. Ensuite, il y a beaucoup de contradictions. Par exemple, le fait que les élèves doivent rester en salle de classe, dans certains niveaux, toute la journée, avec leur masque, n'ont pas le droit de sortir dehors, mais ils ont le droit de participer à des activités sportives extrascolaires le soir, avec des groupes inconnus d'enfants. Ça, c'est permis. Mais ils n'ont pas le droit de jouer avec des enfants qu'ils rencontrent tous les jours. Ou alors, dans les écoles secondaires, les cafétérias ne sont pas ouvertes. Elles sont ouvertes juste pour être un lieu de passer la récréation. Des réfectoires, on va dire, simplement. Exactement.
Mais les élèves n'ont pas le droit de manger dans ces cafétérias, ils n'ont pas le droit de manger. Je veux dire, les cafétérias ne fonctionnent pas en tant que cafétéria, ne produisent rien, mais en même temps, les restaurants sont ouverts. Donc, les enfants des écoles secondaires ont le droit de sortir de leurs écoles, d'aller manger dans un restaurant du quartier et de revenir à l'école, mais ils n'ont pas le droit à leur propre cantine scolaire. Il y a quand même une contradiction ici. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas ouvrir ce lieu, qu'on ne peut pas fournir des repas aux enfants, alors qu'on sait que ces repas seraient fournis par des personnes qui suivent les règles d'hygiène, ils seraient fournis au même public tous les jours, parce que personne d'étranger à l'école n'entre dans les locaux de l'école. Ce ne sont que les élèves et le personnel de l'école qui ont le droit de rentrer, alors que dans ces restaurants-là, nos enfants côtoient d'autres personnes qui ne sont pas du tout des personnes de leur école. Donc, il y a vraiment beaucoup de contradictions ici. Et l'ouverture de ces cafétérias aiderait les enfants aussi dans leur socialisation. Parce que après ces quelques jours de rentrée scolaire, nous avons pas mal d'enfants qui se plaignent et qui disent « Oh, quel est le but d'aller à l'école si on est derrière le masque, on ne peut même pas jouer avec nos amis pendant la récréation, on ne peut même pas se retrouver avec nos amis. » Certains enfants, dans les écoles élémentaires, qui ne changent pas de classe, restent tous les jours, du matin au soir, au même endroit dans la classe. Ils ne peuvent pas côtoyer leurs camarades des années précédentes qui sont dans d'autres classes. Ils ne les voient pas du tout de la journée. C'est quand même assez poussé, je trouve. Craignez-vous une seconde vague? Une seconde vague de COVID-19? De Covid dans quelques mois, parce que certains avis médicaux annoncent le risque d'une seconde vague. Est-ce que c'est une crainte, à PPE, une crainte pour vous en tant que parent? Pour moi, personnellement, ce n'est pas une crainte. J'ai plus peur des effets du masque. On entend déjà beaucoup d'enfants qui se plaignent qu'ils ont des maux de tête, qu'ils ont des rougeurs dans les yeux, qu'ils ont des picotements dans le nez ou dans la gorge à cause du port du masque toute la journée. Et j'ai peur des conséquences du port du masque plus que d'autres choses, pour moi personnellement. Une autre question, Madame Kojok, sur ce sujet de la COVID et de la rentrée scolaire. À votre avis, les parents devraient-elles remplir un formulaire, une sorte d'auto-évaluation tous les matins pour certifier que voilà, leurs enfants se portent bien, ils n'ont pas de symptômes apparents? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne pense pas que ce soit quelque chose de faisable. Les parents nous ne sommes pas des médecins. Nous ne sommes pas, comme nous ne sommes pas des enseignants non plus, dans la majorité des cas. Donc, c'est très relatif. Dire « mon fils n'a aucun symptôme » ou « ma fille n'a aucun symptôme », qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Quand on sait que pas mal d'enfants, avant de sortir de la maison le matin, ont déjà mal au ventre, mal à la tête, se sentent mal pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le virus, le coronavirus. C'est des raisons liées à leur état d'anxiété. Les enfants sont très anxieux en ce moment, après tout ce qu'ils entendent. Et les enfants, j'entendais récemment parler d'enfants qui étaient très anxieux parce qu'on n'arrivait pas à leur dire à quelle heure le bus allait être là le matin. Personne n'était capable de leur donner une réponse. Donc, il y a pas mal d'anxiété chez les enfants qui est due à toute cette situation. Finalement, face à ce tableau… Oui. Comment est-ce qu'on fait pour remplir un formulaire? Merci, Madame Kojok. Face à toutes ces incertitudes, quelle stratégie finalement pour les parents et pour les enfants? Quelles suggestions pouvez-vous formuler aux parents qui nous regardent là aujourd'hui?
Alors, pour les parents, quelle suggestion? C'est d'essayer de... Vous avez bien compris pendant mes interventions, ma position, un certain masque virtuel lorsqu'ils sont avec leurs enfants pour ne pas leur passer cette anxiété qu'ils ont, parce que ce n'est pas du tout évident pour les parents en ce moment, comme je l'ai dit, de jouer le rôle de parent, d'employé de la société pour laquelle ils travaillent, mais aussi d'enseignants à la maison. Les parents sont en ce moment vraiment en train de jouer tous ces rôles-là. Ils ont beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et je dirais, si c'est possible de ne pas passer trop de temps à penser à toutes ces choses-là, parce qu'on est tous dans la même situation finalement. J'ai plusieurs parents qui m'ont appelé ces derniers jours en me disant « On a inscrit nos enfants pour qu'ils suivent les cours en ligne et on n'a encore rien reçu de la part de l'école. » Donc les parents pensent qu'ils sont seuls dans cette situation, mais c'est le quotidien de tout le monde. Donc, essayons d'alléger un peu ce poids que nous avons sur nous pour ne pas que nos enfants le ressentent. Et ça va aller. Comme on dit, ça va aller. Oui, ça va aller. La santé physique avant tout. Et une fois que nos enfants sont en bonne santé physique et morale et mentale, tout ira bien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Kojok, Badriye Kojok. Nous terminerons donc sur cette, on va dire, note d'optimisme, de courage, de résilience, n'est-ce pas? Merci beaucoup une fois de plus pour votre temps. Ce n'est pas évident, nous le comprenons bien. Et vous aussi, chers internautes, chers parents, chers publics, merci de rester fidèles à cette émission Éducation ou l'éducation en action, émission produite à la fois par Malisa Capital TV et par Education Consulting Inc. Nous vous retrouvons donc tout prochainement pour un nouveau numéro tout aussi intéressant. À bientôt et n'hésitez pas à nous écrire, à nous partager votre avis sur cette émission et sur d'autres, produites donc par Malisa Capital TV et par Education Consulting Inc. Au revoir.